Extrait numéro 1 de l'inconnu. Dites-nous quelques témoignages on a recueillis. Page 40. À l'inconnu, allons-y. Situation et enjeu. Cet extrait se situe dans la dernière partie de l'acte premier, c'est-à-dire à Berlin, justement où réside Pirandello au moment de l'écriture de la pièce. On a assisté au début de l'acte à une scène de la vie dissolue. On a assisté au début de l'acte à une scène de la vie dissolue de l'inconnu. Le personnage féminin qui est au cœur de toute la pièce, mais dont on ne connaîtra finalement pas le vrai nom, puisque son identité est l'un des ressorts d'intrigue. Cet acte se déroule dans le salon de Karl Salter, écrivain sans grand éclat, qui est l'amant de l'inconnu. Un objet sert de fil rouge à l'ensemble de l'acte. Un petit revolver que Salter sort de sa poche, négligemment, au tout début de l'acte, et qui par la suite, et notamment dans l'extrait choisi, symbolise la passion amoureuse de l'écrivain pour sa maîtresse, qu'il menace de tuer s'il le quitte, et qu'il retourne ensuite contre lui-même. L'acte s'achève d'ailleurs sur sa tentative manquée de suicide. Qui retourne ensuite contre lui-même. L'acte s'achève d'ailleurs sur sa tentative manquée de suicide. Cette scène de jalousie de Salter est provoquée par l'éruption de Buffy qui est certain de reconnaître en l'inconnu l'épouse disparue de son ami Bruno. De toute évidence, l'inconnu cherche à se séparer de son amant qui voit dans cette reconnaissance inattendue une opportunité que saisit l'inconnu pour le quitter et repartir en Italie. Dans cet extrait qui est aussi une scène de séparation des amants, le récit du passé de l'inconnu semble se reconstruire sous nos yeux selon des modalités énonciatives particulièrement intéressantes. Problématique. Mémoire contre amour. Dans quelle mesure la reconstruction de sa mémoire permet-elle à l'inconnu la destruction de sa relation amoureuse? Mémoire contre amour. Dans quelle mesure la reconstruction de sa mémoire permet-elle à l'inconnu la destruction de sa relation amoureuse? Les formes rhétoriques de la construction mémorielle. Comme tu me dis, une rhétorique de la reprise lexicale. De manière assez récurrente, on a le sentiment que la mémoire de l'inconnu et par là son identité se construit au fur et à mesure du récit que les autres lui en font dans cet extrait, où pour la première fois l'inconnu croise un témoin de son passé. Se met en place un mécanisme discursif qui est réemployé tout au long de la pièce. Il s'agit en particulier de la répétition d'indices qui est ici lui sont fournis par Buffy, le vieux jardinier Filippo. L'invasion de nos frères. L'inconnu, oui, l'invasion. Buffy, Bruno Pieri, un courageux officier italien. L'inconnu, Bruno, sa petite Sia. Il m'appelait Sia, elle m'appelait Sia. Souvenir traumatique et amnésie. Ces reprises sibyllines donnent le sentiment que l'inconnu découvre en même temps que nous son propre passé et que sa mémoire se construit sous nos yeux. La didascalie s'illuminant subitement comme au rappel miraculeux d'un événement qu'elle a vécu pour de vrai, nous conforte dans l'idée que tout le reste est faux et factice et que le croisement du récit de Buffy et du passé rayé de l'inconnu relève ici d'une coïncidence miraculeuse. Pourtant, un fait semble corroborer la reconnaissance de Buffy
et c'est l'évocation de l'invasion. En effet, toute l'intrigue est fondée sur le passé extrêmement douloureux de l'épouse de Bruno Pieri, peut-être l'inconnu, qui a été violée par des soldats avant de disparaître. Le traumatisme du viol pourrait expliquer rationnellement la perte de mémoire de l'inconnu ou son amnésie. Oui, chercher la définition du mot amnésie. Exactement. Amnésie, perte de la mémoire. Oui. Mais je voudrais davantage. Amnésie. Dégradation. L'amnésie. Amnésie. En effet, toute l'intrigue est fondée sur le passé extrêmement douloureux de l'épouse de Bruno Pieri, peut-être l'inconnu, qui a été violée par des soldats avant de disparaître. Le traumatisme du viol pourrait expliquer rationnellement la perte de mémoire de l'inconnu ou son amnésie. L'imposture démasquée. Mais juste au moment où un détail, celui de l'invasion, paraît légitimer définitivement les propos de Buffy. Salter se souvient à son tour, dans une sorte de contre-mémoire des faits, que le récit de cette invasion a fait la une des journaux il y a des années. Salter met donc un terme à cette résurrection de la mémoire de sa maîtresse qu'il qualifie d'imposture et dans une allusion à peine voilée aux travaux de Freud et à la psychanalyse grâce aux hypothèses d'un de mes amis médecins psychiatres à Vienne. Il semble résoudre le malaise provoqué par cette reconstruction mémorielle. Tu es en train d'amalgamer, demande-t-il à l'inconnu, ton cas personnel avec cette histoire, et tu voudras la faire passer pour la tienne. Cette question, toute rhétorique, est pour lui et pour nous la solution vraie à ce qui se joue sous nos yeux. Amour récente et souvenirs anciens, ou comment perdre la tête, vers la rupture des amants. L'expression tu voudras la faire passer pour qu'utilise Salter reprend somme toute le terme d'imposture avec lequel il avait déjà qualifié l'inconnu. Mais cette tension entre les deux personnages éclate assez vite comme une dispute sentimentale où l'on perçoit que l'inconnu cherche en effet à saisir l'opportunité qui s'offre à elle pour quitter son amant. Lorsque Salter l'accuse de vouloir se servir de la méprise de Buffy, l'inconnu, loin de nier la dite méprise, lui rétorque en façon de provocation. Et si tu crois que je ne vais pas m'en servir, et d'ajouter à l'endroit de Buffy, vous, ce soir, c'est vraiment le ciel qui vous envoie, mon sauveur, l'inconnu, qui, rappelons-le, vit d'expédients, pourrait en réalité vouloir avant tout rompre avec son amant. Et à cette fin, elle oppose ses amours récentes. Tu ne me connais que depuis quelques mois, à une mémoire d'enfance. La mémoire d'une enfance. Au vrai, le thème des souvenirs de l'enfance de l'inconnu constitue une mémoire longue sur laquelle s'appuie l'inconnu. La formule «lui qui m'a connu enfant» revient presque clore la dispute des amoureux lorsque ce tournant est vers Buffy. L'inconnu lui demande Faites-moi plaisir, parlez-moi de moi, enfant.
Ce récit de l'enfance qu'elle réclame pourrait s'inscrire dans l'imposture dénoncée par Salter. L'inconnu continue à se construire une mémoire qui l'arrange, mais elle joue ici le rôle d'un point de repère stable, intangible, factuel et sain. Car ici, jusqu'ici, le discours sur la mémoire pourrait illustrer une forme de folie et justifier un soutien de la psychanalyse. C'est désormais l'amour qui devient folie. Folie d'amour. Un peu plus tôt déjà, au début de notre extrait, Buffy avait évoqué combien la douleur amoureuse de Bruno pour son épouse violée l'avait rendu fou. Vous savez fou, pendant plus d'un an. Mais c'est désormais l'amant qui sent sa maîtresse lui échapper qui fortement, comme dans une brusque convulsion, nous dit la didascalie en recourant au registre de la maladie nerveuse, lui jette au visage. J'ai détruit ma vie pour toi. Cette déclaration métaphorique, bientôt suivie des faits réels, puisque Salter va tenter de se suicider, suscite chez l'inconnu une réplique cinglante. Pour ta folie, pas pour moi, mais qui m'a fait perdre la tête, réplique alors Salter. Dès lors, la folie a changé de camp. Ce n'est plus Buffy qui persévère aveuglément dans sa reconnaissance de l'inconnu, et l'inconnu qui jouerait un double jeu, qui incarne la folie d'un discours déraisonnable, mais c'est Salter, fou d'amour, qui s'apprête à commettre un suicide. Choisir sa propre réalité. Du rêve à la réalité. Personnage sans réalité. Devenir la maîtresse d'un écrivain qui la retient et le jouet des débauches du Berlin de la fin des années 20. L'inconnu tend à se libérer de son présent amoureux au profit d'un futur construit sur la mémoire, peut-être d'une autre. La fin de sa tirade, j'étais tout à fait une autre. Et quand j'y pense, j'ai l'impression de rêver. Page 43, qui marque son irrévocable décision de suivre Buffy. Se fonde sur une impression et sur un rêve, sinon que par ses choix, il peut faire advenir que ce rêve devienne sa réalité. L'expression qui pourrait de nouveau jouer sur l'ambiguïté de sa personnalité, j'étais tout à fait une autre, est repris par Buffy comme une banalité de l'existence humaine. Pirandello est la perception plurielle de l'existence. Ici, Pirandello renoue avec l'un des grands thèmes de son écriture, et en particulier celui de son dernier et meilleur roman, Un Personne et 100 000, 1926, qui précède de peu donc notre pièce. Dans ce roman, Vitahello Moscarda, le protagoniste découvre que chacun le voit à sa manière, différent d'ailleurs de sa propre perception qu'il a de lui-même, et décide de changer radicalement toute son existence pour mieux découvrir qu'il est vraiment. Mais cette tentative le porte à la folie. Dès lors, en effet, l'œuvre pirandellienne retient comme fondatrice l'idée que notre existence est multiple, non seulement en fonction des regards différents que les autres portent sur nous, qu'en vertu de notre propre multiplicité intérieure, notamment au fil du temps. Aussi, Buffy rétorque-t-il à l'inconnu. C'est pour tout le monde pareil. C'est à l'aune de cette complexité des points de vue que l'on peut analyser le dialogue qui s'ensuit entre Salter et l'inconnu. Chacun a en effet de la réalité une perception qui lui est propre, ce qui donne le sentiment d'un dialogue manqué. Après que tu m'as pris comme tu m'as pris.
L'inconnu, moi, je t'ai pris. Oui, toi, mais c'est toi qui m'as abusé, moi. L'incommunicabilité entre les personnages qui campent sur leur position de la répétition des toi et des moi me dénote pas une sorte de mauvaise foi de la part de chacun, mais bien un point de vue différent de la même réalité d'une certaine manière. Le malaise qui découle de cette pluralité culmine dans l'éclat de voix de Salter, coupant court aussitôt. Je t'interdis de parler de moi. Car Salter est un écrivain et il connaît, fût-ce intuitivement, implicitement, la réalité de l'existence. Laisser autrui parler de lui, c'est laisser construire un autre lui-même, et cela, il ne le veut pas. La dissolution de son existence est sur le point de lui échapper dans la mesure où elle sera provoquée par le départ de l'inconnu qu'il aime. Aussi, l'idée de son suicide est-elle un moyen pour se réapproprier la mort qu'elle s'apprête à lui imposer? S'il fait mine un instant de menacer l'inconnu, qui n'est pas dupe, on comprend vite qu'il veut lui-même détruire sa vie, que l'inconnu sur le point d'abandonner va détruire. Le choix de la vie ou de la mort. Contre cette menace de mort, d'elle-même ou de son amant, l'inconnu oppose une nouvelle fois une autre vie, celle que lui offre la reconnaissance de Buffy. Sa réplique: écoute, moi, je pars avec ce monsieur. Sia en promenade comme elle était enfant. Conforte l'idée qu'elle n'est ou n'était pas Sia, la tournure. Ce monsieur indiquerait plutôt qu'elle ne connaît pas Buffy et l'emploi de la troisième personne du singulier quand elle était enfant, qu'il ne s'agit pas d'elle. Mais si nous n'existons que dans le regard des autres, elle n'est pas moins Sia qu'on veut qu'elle soit qu'une autre. Elle décide donc d'accepter d'être ou de l'être à nouveau. De là, son ton décide: je suis prête, allons-y. L'emploi de l'impératif marque qu'elle ne subit pas d'être celle qu'on veut qu'elle soit, mais qu'elle l'accepte. Le premier acte de la pièce est à Berlin. Cet ailleurs est déjà la métaphore géographique de l'extranéité de l'existence de chacun. Est-ce le destin qui a conduit l'épouse de Bruno Pieri, devenue amnésique, loin de l'Italie ou de l'inconnu? Cherche-t-elle, parce qu'elle aspire à changer de vie, à se glisser dans le personnage de cette épouse qu'on croit reconnaître en elle? Si les personnages et le spectateur sont invités dans un premier temps à démêler de manière rationnelle si l'on est face à une reconnaissance ou à une imposture, Pirandello ouvre une troisième voie où les deux hypothèses se croisent. L'inconnu peut-elle choisir d'être l'épouse de Bruno Pieri sans imposture, mais simplement parce que nous ne sommes que ce que les autres voient en nous? Se sert-elle habilement de la mémoire de Buffy pour rompre avec Salter? Ou peut-elle légitimement changer de mémoire et de vie, parce que notre mémoire et notre vie ne dépendraient pas de nous seuls? Ce premier extrait poserait alors des questions fondamentales du théâtre Pirandelli.